pensez que ça pourrait l'être? Bonjour. Je vais vous parler du communautarisme. Tout État a vocation et n'a de légitimité que parce qu'il gère le communautarisme. Le mot n'est pas approprié, parce qu'il gère la diversité sociale, la diversité religieuse, la diversité professionnelle. La fonction de l'État est de gérer la diversité, la sociodiversité. Donc, cette diversité, elle peut s'appeler communauté, elle peut s'appeler nation, elle peut s'appeler région, elle peut s'appeler ce qu'on voudra, elle peut s'appeler ville même. Bon. Et effectivement, l'État a la responsabilité de faire cohabiter cette diversité qui peut d'ailleurs, l'État peut d'ailleurs s'agrandir ou se réduire selon que telle et telle région ou telle religion émigre, par exemple, après la révocation de l'édit de Nantes en 1785, après que telle région ait pu faire sécession, a pu, en revanche, au contraire, lorsqu'on a pu annexer une région comme la Savoie sous Napoléon III, l'État va se diversifier. L'immigration est également un élément important que l'État va devoir gérer. L'arrivée de nouvelles populations qui ont d'autres rapports à l'histoire, d'autres rapports à la culture, tout ça, ce sont des défis pour l'État. Donc, dire que l'État ne saurait supporter la diversité des communautés, c'est une aberration politique. Et je rappelle que cette fonction de l'État, elle ne date pas d'hier. Elle n'a pas attendu la laïcité pour exister. Le royaume de France, c'est un royaume qui s'est constitué sur sa capacité à gérer la diversité, avec plus ou moins de bonheur. Et la guerre de 100 ans a été marquée justement par la dislocation, pendant un certain temps, de l'État. Bon. De même que pendant l'occupation allemande, il y a eu aussi une dislocation de l'État jusqu'à un certain point. Bon. Donc, c'est l'État qui est le sujet ici, et cet État, eh bien, s'il est fort, il peut maîtriser cette diversité, et s'il est faible, il n'y parvient pas. C'est aussi la question, par exemple, de l'État d'Israël. Israël est-il capable de gérer la diversité qui est née notamment de la guerre des 6 jours, avec l'annexion de territoires qui correspondent à ce qu'on appelle aujourd'hui la Cisjordanie, bien que le mot Cisjordanie décrit l'ensemble d'Israël, parce que c'est tout ce qui est à l'ouest du Jourdain. Bon, donc là, c'est une approche, une définition très restrictive du mot Cisjordanie. Peu importe, mais par opposition à la Transjordanie, qui maintenant s'appelle la Jordanie. La question, c'est qu'un État doit être capable, pour être puissant, pour pouvoir conquérir d'autres espaces, pour pouvoir accueillir d'autres populations, il faut qu'il soit capable de gérer la diversité. La diversité des âges, la diversité des religions, des races, des régions, des villes, des professions, des différentes castes sociales, tout cela doit être géré par l'État. Donc la vocation, donc on ne peut pas dire, comme disent les gens du Front National, que l'État ne comporte qu'une seule nation. Ça ne veut rien dire. Un État, par définition, n'existe que précisément pour faire coexister plusieurs nations. Et au Royaume-Uni, le Royaume-Uni, c'est le mot uni, signifie que c'est un royaume qui unit plusieurs nations. Ils le disent eux-mêmes, ils utilisent il unit la nation écossaise, il unit la nation irlandaise, il unit la nation anglaise, il unit la nation galloise. C'est comme ça qu'ils parlent. Bon, donc, d'ailleurs, l'État est quelque part un empire. Qu'est-ce que c'est qu'un empire? Sinon, justement, la capacité de faire cohabiter des diversités. L'Empire austro-hongrois en est un bon exemple. L'Union européenne est aussi un État, quelque part. C'est un État, un super-État, ou un État, voilà, un super-État qui a vocation à faire cohabiter une diversité de nations, d'États eux-mêmes d'ailleurs, qui sont des États au sein de ce super-État qu'est l'Union européenne, et chacun de ces États englobe un certain nombre de nations, de structures. Maintenant, la question qui se pose, c'est quelles sont les représentations, comment organiser la représentation de cette diversité au sein d'un État donné. Alors il y a
il y a le bicamérisme, c'est-à-dire le fait qu'il y ait plusieurs collèges. Le bicamérisme est une tradition qui n'a jamais cessé en France depuis en tout cas la Troisième République, c'est-à-dire le Sénat et l'Assemblée nationale, qui peut prendre d'autres noms, et dont l'ensemble constitue ce qu'on appelle le Parlement. Là aussi, ça prend d'autres noms selon les républiques. Bon, et c'est valable un peu partout comme ça. Donc, il y a cette diversité. Elle doit, le scrutin, ce qu'on appelle le suffrage universel, je ne crois pas que ça ait une grande valeur. Hein. Il faut reconnaître que chaque groupe doit déterminer ses propres élites, doit gérer ses propres valeurs, peut-être même peut avoir ses propres juridictions, ses propres droits. La sociodiversité, ça peut être une richesse. Aux États-Unis, chaque État a son propre Sénat, sa propre. Il y a des lois qui sont valables dans un État et pas dans un autre. En Allemagne, il y a les Länder qui ont aussi leur ministre-président, qui ont une certaine capacité. Et cette diversité n'empêche pas qu'il y ait un État centralisé, un État central, dont la puissance est le garant de la possibilité de faire coexister cette diversité. Si l'État est faible, il ne saura pas faire régner l'ordre entre les communautés. Donc la laïcité ne peut exister que dans un État fort. Hein, un État fort qui va faire pendant au caractère centrifuge de sa diversité géographique, historique, religieuse, culturelle, tout ce qu'on voudra. Et notamment la diversité, bien évidemment, qui alors elle est inhérente même à toute société humaine, la diversité qui est inhérente au fait qu'il y a des hommes et des femmes. Et les hommes et les femmes, ce sont déjà des communautés différentes. Ce sont déjà des mondes différents. Même si ces mondes ont des choses en commun, même s'ils se croisent, même s'ils cohabitent, ils ont des problématiques différentes, ils ont des valeurs différentes, et le rôle de l'État, c'est de faire, encore une fois, cohabiter tout cela. C'est-à-dire que les valeurs, alors c'est pour ça que la notion de liberté, elle ne fait sens que par rapport, elle ne fait pas tellement sens au sein d'une communauté, elle fait sens à un niveau intercommunautaire. Il ne faut pas qu'une communauté perturbe les autres communautés. Ça, c'est aussi le rôle de l'État. Donc la responsabilité, c'est bien de concevoir la coexistence de diverses communautés, pour toutes sortes de raisons, et s'il n'y parvient pas, il y a des crises qui vont exister. Donc la représentation, une représentation décentralisée, dans un certain sens, qui n'empêche pas que l'État soit central. Ça n'a rien à voir. Il faut à la fois la décentralisation et la centralisation. La centralisation, ce sont de moyens de pression juridiques, militaires, policiers, éventuellement, et la décentralisation avec certaines formes de structures autonomes, etc. Mais pour revenir à la question des masculins et féminins, effectivement, malgré les apparences, pour moi, ce sont également des communautés, au même titre que les communautés religieuses, et même parfois beaucoup plus profondément différentes, au même titre que les communautés religieuses, culturelles, géographiques, etc. Donc vous voyez bien que cette théorie d'un État qui est garant de la diversité et de la cohabitation des communautés va permettre une prise de conscience des différences propres à chaque groupe, à chaque entité, à chaque collectivité, et à chaque groupe, chaque groupe sera incité à vivre en autonomie quelque part. C'est-à-dire exploiter ses ressources locales, exploiter ses capacités locales, ses potentialités propres, etc., de façon à ce que chaque groupe sorte le meilleur de lui-même, chaque groupe détermine sa propre élite, et chaque groupe détermine sa propre écologie, sa propre économie. Voilà ce que je voulais dire. J'ai dit, comme dirait notre ami Jean-Yves Espier.